Bonjour à tous, bienvenue. On va attendre quelques minutes pour que tout le monde puisse se connecter à ce nouveau webinaire. Donc, il est 10h, il est 11h pile. On va attendre une petite minute, 1 ou 2 minutes pour que tout le monde puisse être présent. Merci déjà à tous ceux qui se sont connectés. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, comme lors du dernier webinaire qu'a organisé GRDF en décembre dernier sur les gaz verts. Là, vous êtes plus de 300 inscrits et nous vous remercions de votre fidélité. Encore quelques secondes de patience pour ceux qui se sont connectés bien à l'heure. On va attendre encore une trentaine de secondes avant de démarrer, pour que tout le monde soit là. Je peux déjà dire à tous ceux qui sont déjà connectés que vous avez un chat sur lequel vous pourrez poser bien évidemment des questions. On essaiera d'y répondre en direct et puis peut-être que certaines d'entre elles nécessiteront une réflexion un peu plus approfondie et donc on vous recontactera après. Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer, ça fera venir les derniers. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci encore d'être aussi nombreux aujourd'hui pour ce nouveau webinaire GRDF, spécialement dédié à l'industrie. Comme je le disais, en décembre dernier, on avait fait un sur les gaz verts et là, aujourd'hui, on va faire un nouvel opus qui va se concentrer sur les solutions de décarbonation. Les solutions de décarbonation concrètes et qui sont déjà effectives. Et on va revenir tout au long de ce webinaire sur ces solutions qui sont potentiellement à mettre en œuvre rapidement. Ça rentre dans le cadre du nouveau projet d'entreprise de GRDF, un projet d'entreprise ambitieux qui s'appelle Mission Décarbonation. Alors, vous savez que GRDF vous accompagne déjà depuis de longues années dans tous vos travaux, dans toutes vos activités industrielles. Bien sûr, en premier lieu sur le raccordement réseau, mais pas que. Depuis quelques années, on vous accompagne aussi en termes de décarbonation. Et là, avec ce nouveau projet d'entreprise qui s'appuie sur 3 axes, on va aller encore plus loin. Le premier axe, c'est une multiplication par 5 des gaz renouvelables et bas carbone pour vous permettre d'avoir un accès à un gaz décarboné le plus vite possible. Le deuxième pilier, c'est une division par 2 de nos émissions à nous, GRDF, de gaz à effet de serre. Et puis le troisième pilier, c'est de manière tout à fait officielle une aide à nos parties prenantes et à nos clients, tous ceux qui sont raccordés sur le réseau comme vous, et notamment les industriels. Donc on va redoubler d'efforts pour vous accompagner dans votre optimisation énergétique et dans votre diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et ça passera par des actions très concrètes de décarbonation dont on va parler aujourd'hui, qui sont, pour certaines d'entre elles, très faciles à mettre en œuvre, en tous les cas, qui ont une certaine rapidité et qui vont aussi vous aider à gagner en compétitivité économique, puisque l'objectif, ça va être de faire de l'efficacité énergétique, et il reste encore beaucoup de choses à faire dans certains cas, et de la récupération de chaleur fatale. On va voir des exemples juste après. Et ces 2 opérations, qui sont concrètement efficaces, vous permettent aussi de faire des gains économiques sur votre facture. Donc, ça allie à la fois la compétitivité économique et aussi la décarbonation. Donc, à travers ce webinaire, on va aborder des solutions qui sont disponibles maintenant. Donc, c'est Florian Jacquemart, le responsable efficace énergétique, à qui je laisserai la parole, qui va les aborder. On reviendra aussi sur les aides qui sont potentiellement utilisables pour ces solutions. Et puis des exemples concrets avec notamment nos 3 intervenants qui prendront la parole, et dont vous voyez les photos à l'écran, des sociétés Coretech, Ecotech Ceram et Evatech qui vous expliqueront les solutions que eux portent actuellement et qui sont utilisables dès aujourd'hui sur vos process industriels. Je vais laisser la main à Florian pour démarrer ce webinaire. Je vous remercie encore chaleureusement pour votre présence. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Et entre chaque intervention, on aura
2-3 petites minutes pour prendre éventuellement des questions orales, si vous le souhaitez. Très bon webinaire. On y va. Merci Laurent. Bonjour à tous. Donc Florian Jacquemart, responsable efficacité énergétique chez CJBAT, c'est l'expertise efficacité énergétique de GRDF. Donc rentrons dans le vif du sujet. Décarboner l'industrie, c'est maintenant. Mais pour décarboner, il faut se poser la question et lancer une démarche de maîtrise énergétique. Et pourquoi et qu'est-ce qui nous incite à décarboner? Évidemment, hein, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un dérèglement climatique en cours et que du coup, cela impose aux sociétés ou à l'industrie, là aujourd'hui on est dédié à l'industrie, de se transformer. Parce qu'il y a une pression aussi bien sociétale des clients, mais également législative, réglementaire, qui nous pousse à changer. Qu'on le veuille ou non, il faudra changer. Et du coup, une économie bas carbone est en train de venir. Donc, il y a une temporalité. 2050, c'est l'objectif, la neutralité carbone à 2050. Mais d'ici là, la voie n'est pas tracée. Et il y a d'autres voies, il y a plusieurs voies possibles pour décarboner. Et on va vous expliquer en quoi, dès maintenant, on peut déjà abattre des tonnes de CO2 par an. Donc, comme je le disais, il faut s'engager dans une démarche de maîtrise énergétique pour réduire son impact. Et pour savoir où on émet le plus, il faut d'abord connaître ses consommations, connaître ses émissions. Une fois qu'on connaît, on peut agir. Donc, passer à l'efficacité énergétique des procédés. Dans l'efficacité énergétique, il y a notamment la chaleur fatale et on aura beaucoup de retours d'expérience de nos 3 intervenants sur récupération, valorisation et même remontée en température de chaleur fatale. Une fois qu'on a économisé l'énergie et qu'on a récupéré celle qu'on envoyait avant aux petits oiseaux, on peut verdir son énergie, parce qu'une énergie verte est forcément un peu plus chère, mais quand on a économisé en amont, on a le budget pour y passer. Et à la fin, la dernière brique, on aura peut-être encore des émissions, il va falloir les capter, les stocker ou les réutiliser. Là, on parlait du périmètre industriel. Il y a aussi un périmètre extérieur du site industriel, la mobilité, les déchets. Et là aussi, il y a des solutions pour décarboner. Comme je vous le disais, on va parler solutions. Donc l'audit, on en a parlé brièvement, mais on va se concentrer sur l'efficacité énergétique. Donc plusieurs leviers permettent de gagner en efficacité énergétique sur les procédés. Il y a notamment l'entretien, le réglage des équipements, la régulation, le monitoring. Adapter ses choix aux technologies qui sont propres à nos besoins. Un industriel, on sait que c'est de la haute couture, c'est du fait main. C'est rarement 2 industries, même pour un produit identique, sont conçues de manière identique. Donc, il faut s'adapter aux équipements des industriels. Et pour cela, il y a des solutions performantes au gaz. Et nous, on vous montrera à la fin, nous sommes présents sur toutes les régions pour vous accompagner sur ces sujets-là, avec nos forces commerciales, les responsables commerciaux, sur toutes les régions de France. Les solutions, il y en a de nombreuses, et notamment des brûleurs performants. Ils peuvent même être aidés par les certificats d'économie d'énergie, les C2E. C'est notamment le cas des brûleurs micromodulants qui permettent de réguler de manière plus fine la puissance utile. Les brûleurs régénératifs qui permettent de récupérer la chaleur et de la réutiliser. Les brûleurs autorécupérateurs également, qui permettent de manière un peu plus compacte de le faire également. Et les hydroaccumulateurs, là cette fois, c'est plutôt décentralisé, qui permettent de faire de l'eau chaude plutôt que de distribuer une eau avec plusieurs centaines de mètres de tuyaux. Mais pour rentrer un peu plus
en détail sur les brûleurs à récupération de chaleur. Donc, comme je l'ai dit, il y a le brûleur régénératif. Alors, je n'ai pas de pointeur, mais je vais pouvoir vous montrer quand même le schéma. J'espère qu'il est assez grand. Régénératif, le gaz passe sur la partie gauche, c'est la partie où vous voyez la flamme. Euh, et l'air est préchauffé par des billes. Enfin, les fumées passent par les billes de l'orifice en face du brûleur. Ces billes sont réchauffées par les fumées, puis extraites. Et après, à intervalles de temps réguliers, on switch. Le brûleur change de côté, l'évacuation des fumées devient brûleur. Et les billes qui ont été réchauffées dans un premier temps servent à préchauffer l'air et on peut faire des économies d'énergie. Le brûleur autorécupérateur, c'est un peu plus compact, tout est dans le même matériel et il y a un échangeur qui permet de récupérer une partie des produits de combustion et réchauffer l'air comburant. Et les gains peuvent être significatifs. On le voit sur les courbes sur la droite. Quand on réchauffe une température d'air comburant, on peut faire très vite des gains qui peuvent aller, dans certains cas, jusqu'à 50%. Si vous voyez, si on a des fumées à 1000 degrés et qu'on les réchauffe, alors je ne vois pas très bien, mais dirons-nous, si on réchauffe l'air aux alentours de 1000 degrés, on fait déjà quasiment 40%, 40% d'économie d'énergie. Parce qu'en effet, l'air, en général, il est à 15-20 degrés. Pour des fumées à 1000 degrés, lui aussi, on doit le réchauffer, même s'il participe à la combustion. Et justement, je vais laisser la parole à Laurent sur l'efficacité en termes de décarbonation de ces solutions disponibles. Ok, merci Florian. Juste avant de vous expliquer un petit peu cette courbe, parce qu'on a fait une petite simulation qui montre l'intérêt de mettre en place rapidement des solutions efficaces. Je reviens juste sur la première partie de ce qu'a dit Florian tout à l'heure, l'aspect réglage des brûleurs, l'aspect régulation. Aujourd'hui, on sait, vous en tant qu'industriel, que vous avez fait déjà beaucoup, mais vous avez encore, pour certains d'entre vous, des sites sur lesquels il y a des choses qui peuvent être faites parce que vous avez un impératif de production qui vous monopolise essentiellement et parce que peut-être, pour certains d'entre vous, il y a un manque de moyens humains, on n'a pas toujours la capacité d'embaucher les gens qu'on voudrait pour faire justement une optimisation des procédés. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'opérations qui sont encore envisageables sans CAPEX. On a d'ailleurs sur le site de CIGIBAT un outil qui permet de vérifier ça. Donc, surtout, n'hésitez pas, on en reparlera à la fin de cette présentation, mais prenez contact avec vos responsables de compte en région. Si vous n'en avez pas, revenez vers nous, on vous laissera des coordonnées à la fin. Mais si vous voulez creuser ces questions d'optimisation énergétique, de récupération de chaleur fatale et d'éléments qui sont à porter directement sur votre procédé, parfois, encore une fois, je le répète, sans CAPEX, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous accompagnera dans le cadre de notre nouveau projet d'entreprise Mission Décarbonation. Sur ce graphe, alors, on a essayé de mettre en lumière l'intérêt qui réside dans le fait d'agir vite. On va parvenir sur les rapports du GIEC qui nous obligent à décarboner rapidement dans les 5 prochaines années si possible, et énergiquement, c'est-à-dire en abattant drastiquement nos émissions de CO2. Vous voyez sur ce graphique, en fait, plusieurs courbes. Donc, on a une courbe ocre, jaune, qui est la courbe de l'état actuel. C'est-à-dire qu'on a pris un four avec des brûleurs à air froid. Florian vient de vous parler des brûleurs autorécupérateurs ou régénératifs. On part d'un constat qui est de dire on a un four, ça peut être un four de traitement thermique, un four de réchauffage, dans la métallurgie ou dans les matériaux, enfin, ça peut être assez différent et varié comme usage. On a donc ce brûleur à air froid qui a une consommation qui est en général assez élevée parce qu'il a un rendement plutôt médiocre, puisque
réchauffe, comme ça a été dit, l'air comburant. Et on a potentiellement des solutions pour optimiser ce système. Et quand on cherche à décarboner, on a plusieurs solutions qui s'ouvrent à nous. On a effectivement des solutions d'efficacité énergétique. On a aussi des solutions d'électrification, d'hybridation. Voilà, il y a un certain nombre de cas qui sont envisageables. Ici, on a essayé de mettre en perspective un cas d'électrification. C'est des choses. On a la chance en France d'avoir un contenu carbone électrique relativement faible, donc qui est bien souvent en compétition avec des solutions gaz. Donc, vous voyez les deux courbes bleues qui sont des courbes d'électrification, et puis la courbe verte qui est la courbe de la mise en place d'une EMTD, donc des meilleures techniques disponibles, ou les BAT en anglais, donc qui consisterait à remplacer ce brûleur à air froid, ou ces brûleurs à air froid, parce que des fois il y en a plusieurs dizaines dans des fours, par des brûleurs autorécupérateurs, des brûleurs régénératifs, qui vont avoir, eux, un rendement qui va être, comme l'a dit Florian, au moins 50% plus élevé, voire plus. L'intérêt de la mise en place de cette solution immédiate, c'est qu'elle est disponible sur le marché. Pour certaines de ces solutions, on l'a vu, il y a des aides aussi, notamment au niveau des C2E. Donc, on peut mettre une solution dès aujourd'hui, ou en tous les cas dans les prochains mois ou en 2025, en place sur notre site. Et donc, du coup, ça fait baisser directement les émissions de CO2. Donc, on voit que cette courbe verte, elle est bien en dessous de la courbe jaune. Vous voyez aussi un point d'inflexion en 2040, parce que dans notre simulation, on a considéré qu'il y avait 50% d'ENR qui était utilisé à partir de 2040, donc 50% d'ENR gaz, donc plutôt type biométhane, mais aussi 50% d'ENR élec. Alors, l'inflexion sur les courbes bleues, on les voit moins, puisque la différence entre un facteur d'émission élec actuel, autour de 50 grammes de CO2 par kilowattheure, et un facteur d'émission élec avec 50% de NR est relativement limité. Donc, le point d'inflexion, on le voit moins, mais il est là. Et donc, ce qu'on voit avec cette courbe, c'est que si on met en place dès aujourd'hui un système vertueux type MTD sur un produit gaz, on va avoir un abattement important de CO2, et on voit qu'une solution d'électrification qui n'arriverait que dans 5 ans, par exemple, on a pris deux états, c'est-à-dire qu'on arrive à électrifier dans 5 ans et on arrive à électrifier dans 10 ans, parce que électrifier, des fois c'est possible, parce qu'on a la ressource, parce qu'on a l'équipement, parce qu'on a le réseau qui nous permet de nous connecter, puis des fois c'est pas possible parce que le réseau n'est pas disponible ou parce que l'équipement n'existe pas. Voilà, donc il y a plusieurs raisons qui feront qu'on n'arrivera pas à électrifier la totalité des usages industriels. Et je ne rentre pas dans le débat, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que ce n'est pas une bonne chose. En tous les cas, il est clair qu'on ne pourra pas faire ça tout de suite. Donc, le premier cas, c'est on arrive à électrifier dans 5 ans. On voit que même si on électrifie dans 5 ans, les courbes ne se croisent qu'autour de 2036. Ça veut dire qu'on aura encore émis beaucoup plus de CO2 en attendant 5 ans d'électrification que si on avait mis une solution type MTD en place. Mais ça se challenge, on peut dire, voilà. Par contre, le cas d'après, c'est si vraiment on n'est pas en capacité d'électrifier dans les 5 ans, on voit à travers cette simulation que si on devait attendre 10 ans, et malheureusement, il y a des cas, et ils seront nombreux, où on n'aura pas cette capacité d'électrifier tout de suite. Si on attend 10 ans, on voit que même en 2050, on n'atteint pas la même émission de CO2. C'est-à-dire que le fait d'avoir attendu pendant 10 ans dans une situation actuelle qui n'est pas optimale, avec notamment un brûleur à air froid, on continue à émettre beaucoup de CO2, alors que si on l'avait remplacé tout de suite, ou en tous les cas dans les tout prochains mois, toutes prochaines années, on aurait gagné beaucoup de CO2, et ce qui fait qu'en 2050, on serait à une solution plus efficace en termes d'émissions carbone que si on avait attendu cette électrification. Voilà ce que ce petit schéma montre. Ce qui, pour nous, est intéressant, c'est que ça vous permette de réfléchir sur votre capacité actuelle à mettre en place des solutions de type MTD sur vos process. On sait qu'il y en a encore qui sont anciens et qui
et qui restent sur des technos qui sont plutôt, je ne vais pas dire obsolètes, mais certaines d'entre elles quand même, parce que pendant très longtemps, le prix d'énergie a été relativement faible. On a passé ce pic conjoncturel il y a 2 ans. On retrouve des niveaux économiques d'énergie qui sont relativement bon marché, mais il va falloir changer et on peut mettre ces solutions rapidement en place maintenant. Voilà pour ce petit exemple. Je vais repasser la main à Florian pour enchaîner avec nos 3 partenaires de ce webinaire. Merci Laurent. En effet, et comme on le voit en plus sur cette courbe, si vous avez des échéances à 2030, finalement, il faut agir maintenant, hein, parce que sinon, vous ne les atteindrez peut-être pas si vous ne mettez pas tout de suite en place des solutions qui permettent de décarboner immédiatement. On a parlé brûleurs. On sait aussi qu'en industrie, presque 50% de l'énergie est consommée pour de la vapeur. Et là aussi, il y a des solutions qui sont aidées par les C2E, économiseurs sur chaudière, condenseurs sur chaudière. La différence, c'est que dans un cas, on économise en récupérant de l'énergie sur les fumées sans les faire condenser, ce qui ne nécessite pas de revoir complètement le conduit de fumée. Pour les condenseurs, là, vu qu'on condense, il faut un matériau qui résiste à la corrosion. Et évidemment, en rétrofit, ça peut être un peu plus compliqué, mais sur du neuf, c'est quelque chose qui se fait très bien. Il faut juste avoir une source assez froide pour faire condenser les fumées. Mais quand on n'a pas de retour condensat, on a forcément une source froide qui est la pointe d'eau. Donc ça, c'est des solutions sur étagère qui permettent de décarboner tout de suite. L'osmoseur, c'est le traitement d'eau. En soi, traiter l'eau, ça ne fait pas décarboner, mais en fait, si, puisque vous purgez moins, et donc vous avez moins de pertes de production à la chaudière vapeur. Je passe un peu vite parce que l'idée, c'est aussi de faire parler nos intervenants. Donc, on a parlé efficacité énergétique, on va parler chaleur fatale. Juste, la chaleur fatale, c'est ce qui est émis après l'usage process et l'usage utile, finalement. Et il y a plusieurs façons d'adresser cette chaleur. Chaleur, c'est le plus efficace, mais quand on n'a pas de puits de chaleur, ou en tout cas qu'on n'a pas d'usage chaleur, aux mêmes temporalités ou aux mêmes températures, et parfois, on la transforme, cette chaleur, on la remonte en température, on peut même en faire du froid avec des matériels à absorption, et on peut enfin en faire de l'électricité ou de l'énergie mécanique. Mais finalement, vous allez avoir un éventail assez complet de ces solutions avec nos 3 intervenants. Et je passe la main à Coretech, car je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de questions sur cette première partie. Donc, on va tout de suite passer la main à Coretech. L'idée, c'est que vous puissiez profiter du retour d'expérience de nos intervenants. Bonjour à tous, donc Adrien Marciano, je suis directeur des opérations chez Coretech et donc je vais vous présenter une solution qu'on a mis en œuvre, c'est un REX sur